faire du sport, ça sauve des vies. C'est normal, je vieillis, donc je suis essoufflée. Non, consultez. Les maladies respiratoires chroniques, c'est entre la 3e et la 4e cause de mortalité dans le monde. On entend aussi beaucoup les patients dire foutu pour foutu, moi je continue à fumer. Non. Le meilleur moment, c'était hier, effectivement, mais... Aujourd'hui, c'est bon aussi. Salut Julie. Ok, salut Johan. Ça va? Bien, et toi? Top, très bien. Merci d'accepter cette petite discussion entre nous. Merci à toi. Ça me tenait à cœur parce que je voulais comprendre ce que tu faisais. Je voulais comprendre comment t'exercer. J'aurais peut-être dû commencer par ça, mais tu es kiné respiratoire. Et voilà, je voulais vraiment faire un point complet sur la kiné, comment ça se passait. Parce que on travaille ensemble, t'exerces pas très loin, mais je suis quasiment jamais avec toi, juste pour faire le clown avec les patients. Et voilà, je vais te demander de te présenter déjà. Oui, donc moi je m'appelle Julie Frachette, je suis kinésithérapeute respiratoire. Voilà, donc je prends principalement en charge des patients en kinésithérapie respiratoire et aussi cardiovasculaire. J'exerce juste de l'autre côté, à côté de Johan, depuis maintenant un peu plus de 6 mois. J'ai toujours été attirée par cette spé. Moi, dès qu'on a commencé à avoir les premiers cours de respi à la fac, c'était pourtant pas les cours les plus sexy. Tout de suite, ça m'a attirée. Je trouvais ça très intéressant. Juste pour les personnes, désolé je te coupe, qui ne connaissent pas du tout la kiné, comment faire kiné? Différentes possibilités. Donc la première, c'est par la fac de médecine en France. C'est un concours commun. Alors maintenant, ça se passe par une licence en 3 années. Ils changent régulièrement leur... Pour simplifier les choses, on va voir comment c'était toi à l'époque, parce que tu es très vieille. Moi à l'époque, c'était une PACES, donc première année commune des études de santé, avec un concours qu'on pouvait passer 2 fois. Moi, je l'ai fait à Lyon, et ensuite, à l'issue de ce concours, on avait du coup on entrait en école de kiné, et donc ça durait 4 ans. Moi, j'étais une grande stressée des concours, donc j'ai pas eu mon concours à ce moment-là. Je voulais vraiment être kiné, donc j'avais 2 options, soit la Belgique, soit l'Espagne. L'Espagne me paraissait plus sympathique, donc j'ai pris ce chemin-là. Donc ça a duré le même nombre d'années. J'ai fait mes 4 ans en Espagne, à Madrid. Trop bien. Génial. Okay. C'était très bien. Quand je compare mes études au kiné français, je crois que j'ai fait le bon choix. ¿Tú hablas español muy bien? Hablo muy bien. Lo hablo fluente. On en apprend tous les jours. Très bien. Et ensuite, moi, donc l'année où on commence réellement les stages à l'hôpital, c'est la 3e année. Et moi, à ce moment-là, c'était le Covid. Donc j'ai eu l'option de rentrer en France pour faire mes stages en France. Et donc ça arrivait juste après les cours de respi. Donc j'en ai profité pour aller en réanimation pédiatrique à Lyon, à l'HFME. Et j'ai accroché tout de suite. Ça m'a vraiment plu. Donc j'ai orienté par la suite tous mes stages en respi, donc à l'hôpital, en centre et même en libéral. Ok, c'est des stages de combien de temps? C'est des stages entre 1 mois et demi, c'est du 5-6 semaines à chaque fois. Et donc là, j'ai pu voir vraiment les différents types d'exercices. Donc soit à l'hôpital, donc on est sur de l'aigu, réanimation pédiatrique, aigu touchy, et après en cabinet libéral de kiné, donc là plutôt sur du chronique. Et c'est ce qui m'a amené à venir ici à Fréjus, venir m'installer, parce que j'avais effectué un stage ici à Fréjus qui s'est très très bien passé, et donc j'ai commencé ensuite là-bas. La kiné respi, c'est la seule spécialité qui a des kinés de garde. Alors, souvent, nous les kinés, on a une réputation d'être plutôt feignants. Alors c'est pas moi qui l'ai dit. On a cette réputation d'être à la cool. Donc j'aime bien le concept de à la cool et de pouvoir sympathiser avec les patients, parce que c'est vrai qu'on les a plusieurs fois par semaine, mais j'aime aussi ce côté particulièrement utile. Et voilà, donc la kiné respi, c'est très satisfaisant, parce que tout de suite, on va en discuter après par la suite, mais quand tu prends en charge un bébé, il y a des résultats qui sont immédiats. Ouais, trop bien. Bah du coup, exactement. Moi, je voulais comprendre exactement ce que tu faisais. Moi, la kiné respi, pour être totalement transparent, j'en ai que rarement vu dans la vraie vie. J'ai toujours vu des kinés passer dans les centres hospitaliers, enfin dans les services, et soit ils faisaient marcher, soit ils faisaient un peu de kiné, mais j'avais jamais le temps pour prendre le temps de le faire ou de voir. Et sinon, c'était que dans les livres pour justement les pathologies respiratoires, les bronchopnéumopathies. Et je voulais vraiment savoir exactement comment se passait une séance pour des personnes types. Typiquement, t'as parlé de nourrissons, t'as parlé d'adultes. On va commencer par les enfants. Quelle pathologie t'adresse? Quelles sont les différentes sessions que tu fais? Et comment on voit une amélioration? Et Alors, chez les enfants, donc le pédiatre ou le médecin généraliste me l'adresse lorsqu'ils ont des bronchiolites. Donc un encombrement au niveau des bronches, des bronchioles pour les bébés. Et alors la kiné respi, le but, c'est de les désobstruer le plus rapidement possible. Pourquoi? Pour pas qu'il y ait d'impact sur leur développement. En fait, on fait pas passer la maladie plus vite, ça c'est un mythe. Mais par contre, on les aide à du coup cracher, tousser. Ils vont plus être encombrés, ils vont être mouchés correctement, et donc du coup ils vont pouvoir manger et mieux dormir. Et c'est ça l'objectif. Ça, c'est la target d'une séance de kiné respi ou des séances de kiné respi. Du coup, là, tu m'as dit un truc que je ne savais pas. Ouais. Ok. Donc, la kiné respi, c'est vraiment pour désencombrer, pour continuer un développement pulmonaire normal, du coup? Oui,
et développement tout court de l'enfant. Ok. Nous, on est le médicament à sortir les crachats. C'est juste ça. Donc souvent, les parents disent « Ah, est-ce qu'on pourra du coup arrêter le traitement? Cortico, antibio, ventoline ?» Pas du tout. Ok, donc ça sert vraiment à traiter exactement la bronchiolite. Le traitement. Okay. Et par contre, la kinérespi va améliorer la tolérance du coup de l'épisode viral. Okay. J'ai parlé d'antibio, mais quand on est sur une bronchio, on parle surtout de bronchio AVRS, donc viral. Principalement ça. Et donc c'est pour ça qu'il y a des contre-indications. Donc par exemple, une bronchio, enfin un bébé qui est particulièrement spastique, on va éviter de faire des séances de kinérespi parce que ça peut le rendre plus spastique. D'où la contre-indication parce que là on va pas améliorer l'enfant, au contraire on va plutôt l'aggraver. Spastique, du coup, c'est quand la bronche elle se collabe. Exactement. Encore des souvenirs. C'est exactement ça. Donc on entend siffler, là c'est le bruit de l'asthmatique. Mais je fais ce petit rappel là parce qu'il y a eu, ça a été controversé la kinérespi. D'accord. Donc bien sûr il faut savoir pourquoi on le fait, comment le faire. Moi donc les bébés je les vois, je les ausculte d'abord. On fait l'anamnèse avec le parent, depuis combien de temps il est malade, la fièvre, les traitements mis en place par le médecin ou pédiatre. Et ensuite avec l'ausculte et le mouchage de nez, il y a aussi un mouchage qui est très important. Je vois si faire de la kinérespi, donc c'est vraiment pratique, c'est mettre les mains sur le thorax et aller l'aider à aller chercher ses sécrétions, les faire remonter. On voit si ça c'est nécessaire ou pas. Moi dans 60 à 70% des cas, j'ai même pas besoin de faire ça, je fais simplement le mouchage. Parce que souvent le problème vient principalement des voies aériennes supérieures. Voilà, donc les parents qui n'hésitent pas à venir consulter parce que on a un conseil en plus. Ouais, très bien. Moi c'était ça que je voulais savoir, c'était alors moi j'ai un enfant de 4 ans, je touche du bois, il a que rarement été malade, il a jamais fait d'épisode de bronchio. Ouais. Est-ce que la kiné c'est systématique? Est-ce que c'est un élément où il y a des signes cliniques qui indiquent une kiné ou c'est un plus, c'est obligatoire? Globalement, comment ça se passe? Alors, moi je pense que c'est un plus. Alors, surtout quand les bébés quand on a vraiment des nourrissons, petits bébés, parce qu'on va rappeler aux parents le mouchage, on va leur apprendre à ne pas paniquer, reconnaître les signes de détresse respiratoire, ces choses-là. Souvent les médecins, à mon goût, prescrivent un petit peu tard la kinérespi. Ils attendent qu'il y ait une toux grasse qui s'installe, que les parents consultent plusieurs fois pour dire voilà, vraiment là ça passe pas. Mais ça, je pense que la cause, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de kinérespi et qu'avant, tous les kinés faisaient de la kinérespi. Donc il y a peut-être que ces déviances-là et donc du coup cette méfiance du côté médical peut-être. Et pour boucler le chapitre nourrisson, si tu avais quelques conseils à donner aux parents en cas d'épisode, comment reconnaître une bronchio, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que parent, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire? Alors déjà moi ça m'intéresse. Un conseil, un vrai conseil, il est recommandé par l'OMS de moucher jusqu'à 1 an son bébé tous les jours. Ça c'est pas fait, pas assez fait. Ensuite donc dès qu'on a la rhino, donc l'encombrement au niveau des voies aériennes supérieures du nez, c'est moucher son bébé, ne pas hésiter à le faire plusieurs fois par jour. D'accord. Souvent les parents, je leur dis vous le mouchez combien de fois? 3 fois, je sais c'est beaucoup. Non, on peut aller jusqu'à 10 mouchages par jour. L'important c'est que l'enfant ait le nez libre, qu'il puisse respirer correctement, ça lui donnera envie de manger. Ensuite, il y a juste une chose à ne pas faire, et souvent c'est augmenté, exacerbé par la seringue, c'est faire une injection à haute pression. Donc la vidéo TikTok où tu vois, ça pousse, ça sort vert tout de suite de l'autre côté, ça fait beaucoup de mal parce que les parents le font. Ça favorise les otites parce que bien sûr tu augmentes la pression, tu pousses sur les trompes de stage. Donc d'accord, parce que du coup, moi je le faisais, mais donc il faut y aller tranquillement. Le bébé pleure et c'est ok, c'est pas un bon moment pour lui, mais le fait qu'il pleure, ça va aussi augmenter le flux, d'accord, les sécrétions, donc ça va t'aider. Top. Les autres patients que tu vois, je pense que c'est un des maux de notre décennie, de notre siècle, c'est les bronchopnéumopathies obstructives, dont la première cause est le tabac. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce que c'est et comment toi tu les gères en libéral pour voir comment les améliorer? Comment les aider? Alors donc c'est une pathologie au niveau des bronches, parce que les bronches avec en effet le tabac ou l'exposition à d'autres polluants, donc ça va détruire les bronches. Donc on va avoir tendance à avoir une sursécrétion dans les bronches, un excès de mucus. Et le problème c'est ça, c'est cet excès, comment le gérer, parce qu'il se fait à tout niveau des poumons, donc de l'arbre bronchique, et donc principalement au niveau distal. Et donc là, à ce moment-là, ça vient boucher la petite tuyauterie, globalement, empêcher l'air et l'oxygène de passer, donc on a moins d'oxygène qui passe dans le sang, ce qui va donc aussi essouffler le patient, parce qu'il a un taux d'oxygène qui diminue, donc dès qu'il va être à l'effort, en pente, dans les escaliers, il va avoir besoin de respirer plus de fois par minute pour amener cet oxygène à ses muscles. Donc principalement c'est ça, c'est une mauvaise oxygénation de par les voies qui sont bouchées, les voies aériennes, et ensuite une destruction du parenchyme pulmonaire, donc principalement de la base des poumons, déterminaison des poumons, ça parce que on a plus de surfactants, l'inflammation, exactement. C'est une pathologie qui est très fréquente. Juste, je fais un petit récap, mais les maladies respiratoires chroniques, c'est entre la 3e et la 4e cause de mortalité dans le monde. Effectivement, le principal facteur, c'est le tabac, et c'est vraiment l'inflammation chronique des bronches sur le long terme
qui entraîne cette pathologie. Et souvent, moi, ce que j'entends, encore une fois, aucune culpabilité, pardon, mais j'entends parfois, de toute façon, il faut bien mourir de quelque chose et tout, mais la BPCO, honnêtement, pour en avoir pris en charge pas mal, ça te détruit ta qualité de vie. On peut quasiment plus rien faire à des stades vraiment très sévères. Et voilà, Julie, tu vas nous dire maintenant comment on la prend en charge. Alors sur le côté médical, effectivement, il y a des traitements, mais sur le côté respi, qu'est-ce que tu fais toi en séance pour les améliorer? Je rebondis juste sur il faut bien mourir de quelque chose. Moi, le concept de mourir noyé dans ses poumons, parce que c'est littéralement ce qui se passe, je trouve que c'est atroce. Et c'est aussi une des motivations pour lesquelles j'ai fait cette spé, parce que voilà, je trouve qu'il y a un besoin à ce niveau-là. Pardon, donc comment je les prends en charge? Donc il y a toute une éducation. Donc la première chose, c'est l'arrêt du tabac. Ça, c'est assez évident. Et ensuite, donc ils viennent me voir parce que ils étaient très essoufflés. Ils ont vu un pneumologue et le pneumo leur a fait une évaluation fonctionnelle respiratoire, donc évaluation des capacités des poumons, a vu qu'il y avait une diminution donc voilà, des capacités pulmonaires, principalement due à un syndrome obstructif, donc l'obstruction des bronches. Donc une première étape, c'est leur apprendre à se désencombrer. Donc enlever ce fameux mucus. Donc ça, c'est mécanique. Je les ai en séance. On fait ce qu'on appelle un drainage autogène. Donc c'est apprendre un type de respiration. C'est comme chez les bébés. Et enlever les sécrétions dans les bronches. Sauf que là, on le fait pas en passif. Ils peuvent être actifs. Si je les fais pleurer et que je leur appuie sur le thorax, ils vont pas aimer. Voilà. Donc éducation à voilà ces exercices-là pour venir se désencombrer. Ce qui est compliqué et en même temps très important, c'est que ce désencombrement, il faut qu'il ait lieu quotidiennement. Parce que quotidiennement, on a une sécrétion de mucus qui va du coup aller s'installer, se loger dans les bronches et il faut qu'il soit éliminé. Sinon, on risque aussi la surinfection. Voilà. Donc il y a cette partie qui est purement mécanique, voilà, qui est de l'apprentissage aux exercices respiratoires. Et après, il y a la partie réentraînement à l'effort. Souvent, cette partie-là, elle est vraiment voilà, elle est négligée parce que les patients ont envie de cracher. On dit, tiens, on fait cracher le patient, c'est super, j'ai un crachat, ciao, bye bye. Pas du tout. Il faut lui apprendre aussi, le patient, à respirer à nouveau correctement. Parce que comme il est encombré, il respire plus, il a plus une bonne mécanique ventilatoire. Il utilise qu'une petite partie de ses poumons, la partie qui a le moins de sécrétion en fait. Donc on a une respiration superficielle, thoracique haute, et à l'effort on a besoin de beaucoup d'oxygène, donc de remplir ses poumons pour pouvoir aller nourrir ses muscles. Et donc du coup il y a tout ce réapprentissage et ensuite l'amélioration de la tolérance à l'effort. Donc le but du réentraînement, c'est en fait moi les patients quand ils viennent me voir, ils ont du mal à marcher en côte et enfin, dans la majorité des cas, après il y a des cas plus graves, mais marcher en côte et monter les escaliers. Donc c'est s'entraîner pour ça. Donc je fais de l'aéro, des ergos, du vélo, du tapis. On pourrait faire du rameur, du ski erg, on pourrait faire plein d'autres choses. C'est un petit message pour les crossfit. Et ensuite on a la partie renfo pure. Il y a un paramètre de comorbidité, c'est qu'on mesure, c'est le périmètre de la cuisse. Du quadriceps. Ici, donc voilà, 5 cm au-dessus du genou, on prend le périmètre et ça nous donne un indicateur. En fait, c'est très simple, c'est logique, c'est parce que les patients qui du coup sont atteints de BPCO se dégradent, ne font plus d'efforts, donc n'utilisent plus leurs muscles correctement et les muscles qui utilisent le plus d'oxygène, c'est le quadriceps. Donc du coup, il y a tout le côté mécanique respiratoire, donc on se concentre vraiment sur le poumon et après tout le côté réhabilitation, réentraînement. Exactement. C'est un peu le même concept que j'ai en réadaptation cardiaque, sauf qu'on se concentre sur le cœur. Mais effectivement, il faut vraiment pas négliger toute la réhabilitation à l'effort. Malheureusement, en tout cas, moi, c'est ce que je vois et c'est pas forcément effectivement enseigné tel quel. Mais l'une des causes de difficultés respiratoires d'effort et de montée, c'est effectivement la perte de muscle et le fait de pas utiliser ses quadriceps. Et il y a une certaine sarcopénie, donc on perd du muscle de manière physiologique avec l'âge. Et ça, malheureusement, ça altère la qualité de vie. Et si jamais on fait pas un effort volontaire pour stabiliser ou voire gagner du muscle, parce que à tout âge c'est possible, bah en fait on se retrouve à galérer pour monter les escaliers, pour monter quelques marches, sans être insuffisant respiratoire ou cardiaque. Donc moi, si je devais donner un conseil, c'est mon tour, c'est juste arrêter de fumer. Oui, déjà. Et vraiment, c'est un arrêt sans culpabilité, encore une fois, mais un arrêt total, parce que faut vraiment arrêter cette inflammation. Diminuer, bien sûr, c'est bien, mais il y aura toujours cette inflammation chronique qui sera toujours présente. Et voilà, faut vraiment la couper. Et consulter, je vois trop de gens qui se sont habitués aussi à avoir du mal à respirer. Donc allez voir votre médecin, faites un bilan. Je suis très d'accord avec ça. C'est normal, je vieillis, donc je suis essoufflée. Ouais. Non, consulter, c'est important. Et ensuite, on entend aussi beaucoup les patients dire foutu pour foutu, moi je continue à fumer. Non, il y a un graphique que j'aime beaucoup qui montre les capacités respiratoires en fonction de l'âge. Donc à partir de 25 ans, on commence à décliner. Et donc on a deux courbes, celle du fumeur, celle du non-fumeur. Et ensuite on a en bas la zone de symptômes puis décès. Et en fait on voit que la courbe du fumeur, elle chute vraiment en flèche. Et à partir du moment où on arrête de fumer, elle reprend la progression normale d'un non-fumeur. Tu la connais certainement, je l'adore. Donc c'est très positif, ça veut dire qu'à n'importe quel âge, il faut arrêter de fumer. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il est jamais trop tard pour arrêter de fumer. Il y a toujours un bénéfice d'arrêter de fumer. Et le meilleur moment, c'était hier, effectivement. Mais aujourd'hui, c'est bon aussi. Ouais. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Je pense qu'on va boucler sur le côté respiratoire. Ouais. En tout cas, tu m'as bien expliqué. Je voulais parler de toi aussi je voulais parler avec toi, de toi et de ton activité sportive. T'es triathlète? Oui, je suis triathlon.
Amateur plus? Amateur plus. Ouais, Moi, j'aime bien amateur plus. Ouais, Ça va? amateur plus. Amateur plus. Ok, très bien. Moi, pour être totalement transparent, je le dis face cam, mais je trouve que ton activité, elle est impressionnante. Enfin, tous les triathlètes m'impressionnent. Surtout sur votre volume de sport par semaine. Du coup, tu m'as dit que tu étais entre 15 et 17. Et que quand tu faisais 8 heures de sport, tu étais la plus malheureuse des femmes. Ça me paraît pas beaucoup, exactement. Dis-moi, comment t'en es venue à ce sport, sachant qu'avant tu faisais du karaté? Oui, alors j'ai fait du karaté petite et ensuite je me suis mise à la course à pied au trail et moi j'étais en Espagne du coup ou... En Espagne, exactement, un petit peu avant et après en Espagne et j'étais une accro au volume, donc c'était toujours plus. Je faisais un trail de 20 km, le mois d'après 40, 50, 80, 90 et puis après je me suis dit bon bah là j'ai 22 ans, je vais pas passer sur de l'ultra maintenant, c'est un peu long pour mes genoux. Et puis non, à la suite j'avais enchaîné 2 marathons trail en 15 jours, donc pas comme un marathon route, c'est encore plus traumatisant. Donc je pouvais plus courir. Je me rappelle. Ok, donc 2 marathons trail, donc du coup c'est 42 km avec du dénivelé. Avec du D+, exactement, à 15 jours d'intervalle. Et donc j'étais en Espagne et là, plus malheureuse du monde, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire, je peux plus courir. Il y avait une piscine à côté, donc je suis allée nager. Et l'été d'après, j'ai des copains qui m'ont mis au vélo et je me suis dit bah tiens, je cours, je nage, je commence à rouler, tiens pourquoi pas le triathlon. Donc j'ai voulu en faire un premier. Finalement, il a pas eu lieu. Je voulais commencer progressivement, faire un sprint, augmenter. Et donc finalement, j'ai commencé directement avec un L, longue distance. Donc ça m'a mis dans le bain tout de suite. Donc du coup, le L, c'est 2. Donc c'est 2 km, 1,9. Celui-là, il était un petit peu spécial. Il y avait 107 km à vélo. Normalement, c'est 90. Et après, 20 km à pied. Enfin, on termine par un semi. D'accord. Je me rappelle, j'avais ma maman à la fin du vélo qui m'attendait et qui m'a dit c'est bon, t'as fini. Je sais pas, non, j'ai encore un à faire à pied. J'ai pas du tout fini. J'en suis venue à ça et puis après j'ai commencé à m'entraîner un petit peu plus sérieusement. Donc rentrer dans un club et ensuite quand je suis arrivée sur Saint-Raphaël, on a beaucoup de créneaux club de disponibilité, donc ça donne envie de s'entraîner. Tu vois les copains qui vont nager à midi, courir le soir. Bon bah tu nages à midi, tu cours le soir et c'est comme ça que de fil en aiguille tu fais plusieurs sports par jour et forcément le volume horaire augmente. Tu disais que t'étais impressionnée par le volume horaire. C'est très facile quand t'as 3 sports c'est très chronophage comme sport. Oui. Mais à vélo, tu vas pas sortir pour 30 minutes. Ouais, bien sûr. Ouais. Pareil dans l'eau, donc tu cumules facilement. Et il y a beaucoup d'heures aussi qui sont faites où c'est pas dans le vide, mais ça doit être facile, aéro. Donc c'est pas du tout la même intensité que toi en CrossFit. Ouais, bien sûr. Après, pourquoi ça m'impressionne encore, c'est parce que globalement, oui, je fais du sport. Je me suis rendu compte tard que j'étais, pas très bon, mais en gros que j'avais pas de prédisposition. Parce que globalement, il y a un moment, je m'entraînais beaucoup et on va dire que les performances n'étaient pas forcément au rendez-vous, en tout cas dans ce que j'avais en tête. Et en plus, moi, quand je dis que ça m'impressionne, c'est la capacité de récupération et de pouvoir enchaîner quand même une vingtaine d'heures de sport par semaine, tout en ayant un métier, du coup. Ouais, surtout ça. Et tout en ayant une vie en dehors et tout. Donc c'est ça qui m'impressionne. Ça vient progressivement. Ouais, bien sûr, j'imagine. Juste, qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce qu'il y a un moment, t'as voulu passer pro et tu t'es rendu compte que non, ou c'était que pour le loisir et voilà. Et ouais, tu dis que t'es malheureuse quand tu fais que 8 heures. Ouais. C'est quoi qui te manque justement? Alors, passer pro, non. Moi, c'est comme toi, j'ai pas de prédisposition particulière. Je pense en plus que je me suis cramée en faisant autant de trail. De longue distance assez jeune, j'ai pas du tout développé de capacité de vitesse. Donc, je suis arrivée tard. Maintenant, me professionnaliser, non, mais parce qu'aussi, je suis libérale. Donc, j'ai la chance de pouvoir m'organiser dans mes horaires et du coup, avoir cette adaptabilité au quotidien. Donc ça m'aide beaucoup. Maintenant, si j'étais salariée avec de gros horaires, habitant sur Paris, à 1h30 de mon lieu de travail, peut-être que je choisirais un mi-temps, je sais pas. Ça, c'est un message pour dire qu'il faut venir dans le sud. Faut venir dans le sud. On recrute. Exactement. Et après, oui, ça occupe une grande place dans ma vie. Et donc, ce qui fait que oui, quand je pense qu'on devient tous un peu accro. Et donc, quand j'ai pas ma dose, c'est comme ça. Moi, toute la journée, je dis aux patients qu'il faut faire du sport, qu'il faut marcher. Donc, quand j'arrive le matin et que j'ai déjà fait 2 heures de vélo, ça a beaucoup plus de sens pour moi de dire, aller marcher. C'est un petit peu comme le pneumologue qui fume. Excusez-moi. je le vois. Non, mais moi, je suis archi d'accord. Juste, je pense que si les médecins, on va dire, je voulais le dire en plus, mais montraient beaucoup plus l'exemple, je pense qu'ils soigneraient mieux les patients. Moi, tu l'as dit, mais des cardiologues qui fument, mais même des médecins qui fument, c'est compliqué. Ouais. Parce que même moi, je me vois en tant que patient arriver dans un bureau ou dans un endroit où ça sent la clope et je viens de faire un infarctus et il me dit arrête de fumer. T'as du mal. C'est pas que je le croirais pas, mais c'est juste que c'est moins impactant que... Faites ce que je fais, pas ce que je dis.
dis, quoi. Enfin, pas ce que je dis, parce que je fais, pardon. Donc voilà, je te rejoins totalement. Ouais, donc du coup, 2 heures de vélo le matin, effectivement, ça peut m'arriver de me lever tôt pour le faire. Oui, voilà. Moi, j'aime bien et souvent, j'y pense. Je me dis, tiens, quand j'aurai 50 balais et que je serai là en train de faire mes squats avec mes patients, il faudra quand même que j'ai la caisse pour les faire. Je peux pas avoir un patient qui est plus fort que moi. C'est pas possible parce qu'il faut pouvoir montrer les exercices. Voilà, donc ça m'apporte aussi au quotidien ça. Et après, c'est vrai que tout mon entourage est lié à ça. C'est-à-dire que mes copines je les vois à la natation le midi, je les vois à la course à pied le soir. Tout est orienté vers le sport. Tout est orienté, exactement. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression d'avoir beaucoup de temps quand j'ai que ces 8 heures de sport. Après, c'est une bonne chose aussi, hein. J'en profite pour lire, je suis pas matrixée non plus, je fais d'autres choses. Moi, niveau mental, je sais que ça m'a beaucoup aidé. Globalement, enfin, pour la petite histoire, j'ai commencé vraiment en arrivant dans le sud, ce volume de entre 8 et 12 heures de sport par semaine. Ça m'a beaucoup aidé sur le plan mental pour me montrer que je suis capable de faire des choses, notamment sur le niveau pro. Ouais. Est-ce que ça t'a fait la même chose? Est-ce que ça t'a aidé durant tes études? Est-ce que juste c'était purement sur le loisir? Alors ça m'a aidé parce que c'est un exutoire. Quand t'es en période de partiel, il y a rien de mieux qu'aller sortir et de faire un footing. Ça te change les idées, c'est pas mal. Après, au niveau du travail, je trouve que ça m'apporte de la créativité. Souvent, j'ai un peu des semaines à thème. Donc moi, tu sais, les patients, je leur fais faire du vélo. Ils ont des séances de fractionnés, des watts, des choses. Tu vois le tableau. Tu vois le tableau, tu me vois écrire. C'est pour ça que je le fais là comme ça. Et donc du coup, ça m'apporte un petit peu de créativité. Je fais des séances à thème, des séances relance, des séances un peu plus endurance fondamentale. Et je trouve que ça me nourrit et que ça nourrit les patients. Donc parfois, ça me rend aussi plus fun. C'est-à-dire qu'on sort d'un protocole où, tiens, aujourd'hui, il devrait faire tant de minutes à tant de watts parce que la semaine dernière, il a fait ça. Ça rapporte un petit peu ça rajoute un peu de fun. De variance. Ouais, exactement, de variance. Et je le sens quand je suis fatiguée ou que je suis moins heureuse, donc ces fameuses 8 heures de sport semaine, je suis un petit peu plus ronchon, tu vois, je me sens un peu moins motivée à les motiver aussi. C'est que ça va pas. Et là, je vais en profiter. Du coup, course à pied. Oui. Si tu pouvais expliquer à des gens, par exemple, on va dire 2 personas, des gens qui font du sport un peu comme moi, comment faire pour s'améliorer. Moi, personnellement, je fais du trail, mais vraiment plus en loisir. Alors moi, ma vision du sport, c'est purement longévité. Juste, j'ai 4 paramètres, c'est VO2 max, force, masse musculaire et flexibilité. Et globalement, j'ai envie de m'améliorer sur les 4. Et l'une des manières, c'est effectivement, j'ai trouvé l'Irox qui était trop bien parce que ça englobait pas mal de ces paramètres. Et j'adore aller en trail parce que être dans la nature, c'est genre... c'est top. Et j'ai pas forcément à part le volume, mais j'ai pas forcément le temps ni la technique pour vouloir m'améliorer. Ou la théorie, ou voilà, tu as des connaissances pour ça. Et si tu devais donner le b.a.-ba pour juste, je sais pas, gagner un peu de temps en dénivelé ou un peu de temps même en endurance fondamentale, enfin en sur du plat. Là, t'as raison. Là où t'as dit le dénivelé, donc pour moi, la différence entre la course à pied et le trail, c'est la force. Parce que c'est pas du tout le même effort. Et donc, notamment en dénivelé, quand je faisais beaucoup de trail, on me disait, entraîne-toi, fais des randos et marche. Parce que c'est pas exactement les mêmes muscles à la marche et en course à pied. Donc c'est vrai, il faut aussi s'entraîner à monter en marchant. Voilà, donc faire des kilomètres verticales, des choses comme ça. Et ensuite, il y a quelque chose qu'on fait trop peu. Mais moi, la première, j'ai du mal à le faire. Mais c'est bosser cette endurance fondamentale. Donc souvent, on veut aller trop vite. Et donc on va à des allures qui sont plutôt sexy sur Strava, mais pas forcément, qui sont un petit peu biaisées. C'est pas forcément la bonne allure pour nous. Et donc on plafonne. Tu disais tout à l'heure, moi je m'entraînais, mais j'atteignais un niveau max, quoi. Je plafonnais. Il faut reprendre de l'endurance fondamentale. Donc c'est faire ses footings, mais il faut que ce soit un vrai footing. Et si tu me parles de respi, avant on parlait d'une astuce, c'était quand je fais mes footings, je respire par le nez. Alors moi souvent les patients me demandent est-ce qu'il faut respirer par le nez, par la bouche. Bon, c'est que le nez ça vient humidifier, ça vient faire un filtre, c'est très bien. Mais surtout si tu es capable de faire tes footings en respirant par le nez, ça veut dire que vraiment tu vas mollo, ouais. Tu vas mollo. Donc je le fais pas. Mais... Moi j'avais un autre concept, c'était de pouvoir tenir une discussion. Exactement. Que la personne avec qui tu discutes, soit au téléphone, soit avec toi, sache que tu fais du sport, mais que tu puisses tenir et répondre. Et c'est là où, si jamais tu es trop en train de respirer et que tu peux pas tenir, c'est que tu vas un peu trop vite. Là, on arrive, ça c'est décrit, ça s'appelle des seuils ventilatoires. Et quand tu arrives au seuil ventilatoire 1, c'est que tu peux aligner que 5 mots. Voilà, c'est je peux faire une phrase courte de 5 à 6 mots correctement ponctués. J'ai bien révisé. Très bien. Tu vois, donc si tu es en train de courir et que tu peux juste dire oui, ça va pas trop, ralentis un peu. Ça, c'est important à travailler. Vraiment, il faut une base de fond. Tu parlais de VO2 max. On le sait, la VO2 max est aussi améliorée de par l'endurance fondamentale parce que t'es cardiologue, tu viens muscler ton cœur. Donc, voilà, ta paroi, le cœur va être plus costaud. Donc, du coup, après, tu vas améliorer ta fraction d'éjection. Donc, cette VO2 max va être améliorée par ça. Donc, c'est vraiment faire de l'endurance et c'est ce qu'on fait trop peu. Donc, voilà. Endurance fondamentale, 2, faire du vertical. Ouais, complètement. Travailler en spécifique. Donc, ça avec
de la muscu aussi, tu vois, tu peux faire des pistol squats, C'est vrai, je m'en sors pas trop mal. Ouais, C'est vrai que je suis pas forcément le plus assidu, mais ça va, je me débrouille pas trop mal. Et ensuite te faire accompagner quand même, parce que moi je suis pas coach sportif, et donc j'avoue, moi-même j'ai un coach qui me fait toute ma programmation, ça te permet d'enlever une charge mentale. Et ça, je pense que t'as raison. Je pense que t'as raison, parce qu'effectivement j'ai eu la chance d'avoir un coach sportif pendant 2 ans, qui m'a accompagné, et je pense que j'aurais pas été là si jamais j'avais pas été accompagné par lui. Merci Maxime. La dernière chose que je voulais voir avec toi, c'était plutôt l'autre persona, c'était la personne qui veut se mettre au sport, typiquement nos patients, ou qui se rendent compte que faire du sport, ça sauve des vies. En tout cas, ça donne des années de vie en bonne santé. C'est quoi les principaux conseils que tu leur donnerais, soit orienté respi, soit orienté général, pour juste s'y mettre et s'y mettre le plus longtemps possible? Alors 2 choses. La première, on vient d'en parler, se faire accompagner pour faire les choses correctement. Et la deuxième règle, c'est vraiment une progressivité. C'est de augmenter petit à petit les doses, accepter son rythme. Il n'y a pas de faux rythme, de mauvais rythme. En fait, le but, c'est de durer le plus longtemps. Moi, en kiné respi, je leur dis toujours, je préfère que vous fassiez 2 fois par semaine, puis ensuite que vous augmentiez, plutôt que la première semaine, vous fassiez du sport tous les jours et après plus jamais. Ouais. L'objectif, c'est la durée. Donc, c'est vraiment donc c'est la clé, c'est ça, c'est la régularité. Et donc, si on veut instaurer une régularité, il faut pas arriver sur les séances à reculons. Donc, il faut aussi se donner envie et donc y aller progressivement. Faut s'écouter, mais pas trop non plus, assez pour sortir du canapé, mais assez pour être raisonnable, raisonné. On prépare pas les jeux, donc il y a pas de pression. C'est pas la Coupe du Monde. C'est pas la Coupe du Monde. On y va tranquillement et ça va bien se passer. Mais se faire accompagner principalement pour pas faire d'erreur non plus. Chez les patients qu'on a, nous, qui sont cardio ou respi, ils sont plus fragiles, donc pouvoir avoir les bons conseils. Je suis d'accord, encore une fois, sur le côté accompagnement, surtout sur les sports de résistance, parce que moi, le premier, quand j'ai commencé, j'étais ado, et je suis arrivé dans une salle de musculation, et en fait, tu sais pas quoi faire, t'as peur de te blesser, voilà. Et surtout, les âges avançants, les conséquences peuvent être un peu plus graves. Donc clairement, et effectivement, le côté augmentation soit du volume, soit de la fréquence, si jamais on veut une amélioration et une évolution. Parce qu'il y a trop de patients qui me disent que ils font pendant 6 mois les mêmes 30 minutes de vélo, et en fait, il n'y a pas de changement de rythme, et en fait, il y a une certaine stagnation. N'hésitez pas vraiment à augmenter soit le watt, soit la fréquence, soit le temps pour vraiment vous améliorer. Le changement fait du bien parce que tu demandes à ton corps de t'adapter à de nouvelles contraintes. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on progresse. Il se passe des choses dans la santé en France et tout. Pour les gens qui vont ou qui ont fini les études de kiné, qui savent pas forcément quoi faire et tout, si tu as des conseils pour les orienter? Moi, j'ai fait un petit peu le tour. Alors, tout de suite, j'ai voulu orienter quand même en cardio-respi parce que je savais que j'aimais ça. Ça a déçu mes profs parce qu'ils pensaient que j'allais aller droit en kiné du sport. D'accord. Parce qu'ils me voyaient faire mes trails et je leur ai dit non, pas pour moi. Et ce qui m'a aidé, c'est que j'ai été dans des SSR. Donc j'ai fait le parcours hospitalier, ensuite j'ai été en centre de réhab, ensuite en libéral. J'ai fait un petit peu le tour des SP et des manières de pratiquer et fonctionner. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé à faire un petit peu la moyenne de tout ce que j'ai tout ce que j'ai aimé. Et encore aujourd'hui, je me rappelle de certaines pratiques, de certaines choses. Et voilà, je pense que ça m'a rendue un petit peu complète, assez jeune. Et après, il faut pas arrêter de se former non plus, mais c'est l'histoire de la vie. En santé et en tout d'ailleurs. Mais après, jeune kiné, on a la chance de pouvoir s'installer où on veut, plus ou moins où on veut. Donc faut aller dans un endroit qui fait kiffer et après générer son truc. Et j'avais juste une dernière question. Il y a un truc avec le kiné du sport, surtout ici. Surtout ici, on a pas mal de sportifs. C'est considéré dans votre profession comme le Graal, comme tout le monde veut faire de la kiné respi, tout le monde veut faire de la kiné du sport et personne ne veut faire de la kiné respi. Tout le monde veut faire de la kiné du sport. Je ne trouve pas de remplaçant. Oui, parce que je pense que le sportif c'est quelque chose d'assez attractif, c'est attrayant, c'est sympa de bosser avec des sportifs, on a tous envie. Moi je me rappelle en 2e année, j'étais au cercle des nageurs à Marseille et j'avais massé Manoudou et c'était là, c'est lourd. Madame ou monsieur? Monsieur. C'est pour ça. Encore mieux. Monsieur, il se remettait à la natte. Il venait d'arrêter le hand et il allait refaire sa première compète de natte. Et tu vois, je m'en souviens. C'est voilà. Florence, si tu nous écoutes. Coucou. J'avais fait un 4 mois avec la kiné. Non, mais voilà. Donc oui, la kiné du sport, si. Mais je pense que c'est de par la patientèle qui est sympa, qui est jeune, qui est sportive, qui est bien foutue, qui est tout ça.
Après, il y a beaucoup... moi, j'adore les sportifs. Je vis avec un sportif. Mais il y a aussi beaucoup de bobologie. Et moi, cette partie-là, me disait pas trop. Okay. Donc moi, je préfère rester dans mes crachats. Les sportifs aiment bien se plaindre, c'est ça? Et les sportifs aiment bien se plaindre. Et après, ils ont raison. Hein, ils doivent être... ils sont au service bien aussi de la Fédé pour faire donner le meilleur. Donc, mais je suis pas trop... Je suis moins dans le sport, dans le sport performance, dans la kiné, sport performance. Je suis plus dans le améliorer, enfin, faire profiter un maximum de gens, aider un maximum de gens. Eh ben, merci Julie. Ouais, de rien. Merci à toi. Honnêtement, j'ai appris énormément de choses. Eh ben, j'espère que vous avez aimé ce podcast. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je sais qu'il y a des boutons like sur Apple Podcast et Spotify. N'hésitez pas à les mettre, ça nous aide pour le référencement. Et à la semaine prochaine.